Je m'installai dans un gîte rural à quelques kilomètres du village, un lieu isolé, discret, idéal pour observer sans être vu, pour planifier ma prochaine action, pour préparer la chute du maire Dufresne. Monsieur Dufresne était nerveux. Cela se voyait dans ses apparitions publiques, dans ses déclarations maladroites aux journalistes, dans sa manière d'éviter certaines questions. Il savait que son nom apparaissait dans les documents que j'avais révélés. Il savait que son tour viendrait, que ses mensonges seraient exposés, que sa complicité serait dévoilée. Je l'observais pendant plusieurs jours, ses habitudes, ses déplacements, ses interactions. Il vivait dans une grande maison à l'entrée du village, une demeure cossue acquise après sa première réélection, financée en partie par les compensations versées par le diocèse en échange de son silence. Il se rendait chaque matin à la mairie. Il déjeunait au restaurant Le Clocher sur la place principale. Il rentrait chez lui vers 19 heures, une vie réglée, prévisible, vulnérable. Sa faiblesse principale était évidente, sa réputation, son image publique soigneusement construite, sa position de maire respectée et intègre. Une façade qui masquait sa complicité dans une dissimulation criminelle. Une façade que je m'apprêtais à détruire. Je savais que la mairie possédait des documents sur l'affaire, des rapports, des correspondances avec le diocèse, des décisions du conseil municipal jamais rendues publiques, des preuves supplémentaires de la conspiration du silence, des preuves que je devais obtenir pour compléter mon dossier contre Monsieur Dufresne. Je me rendis à la mairie un matin. Je me présentais comme une journaliste indépendante travaillant sur un article concernant l'histoire du village. Une demande anodine en apparence, un prétexte pour accéder aux archives municipales. La secrétaire, une femme d'une quarantaine d'années, me dirigea vers la salle des archives au sous-sol. Un espace poussiéreux rempli de classeurs et boîtes, un dédale de documents administratifs accumulés au fil des décennies. Je prétendis rechercher des informations sur le développement urbain du village, sur les décisions d'aménagement, sur les projets architecturaux, des sujets neutres qui ne susciteraient pas de méfiance. Mais mon véritable objectif était ailleurs. Les dossiers classés confidentiels, les archives sensibles, les documents qui ne figuraient pas dans les inventaires publics. Je remarquai une armoire verrouillée au fond de la salle. Un meuble métallique gris portant la mention « Archives du maire », réservé au personnel autorisé, le type d'endroit où seraient conservés des documents sensibles, le type d'endroit que je devais explorer. Je passai plusieurs heures à consulter, ostensiblement des dossiers anodins, à prendre des notes visibles, à jouer le rôle de la journaliste consciencieuse. J'attendais le moment propice, l'occasion d'accéder à l'armoire verrouillée. Elle se présenta en milieu d'après-midi. La secrétaire qui supervisait vaguement mes recherches fut appelée à l'étage. Une urgence administrative, une absence qui pourrait durer plusieurs minutes, une opportunité parfaite. Dès qu'elle quitta la salle, je me dirigeai vers l'armoire. La serrure était simple, basique, le type de verrou que j'avais appris à crocheter durant mes semaines de préparation à Montpellier. J'utilisais les outils rudimentaires que j'avais fabriqués, une épingle à cheveux modifiée, un petit morceau de métal courbé, des techniques apprises dans des tutoriels en ligne. La serrure céda après quelques tentatives. J'ouvris l'armoire. Des dossiers soigneusement étiquetés s'alignaient sur les étagères. Je cherchai rapidement les dates qui m'intéressaient. 2003, 2008. Les périodes clés de la disparition de ma famille et de la découverte des corps. Je trouvai un dossier épais marqué « Affaire Église », confidentiel. Je l'ouvris. Je photographiai rapidement son contenu avec mon téléphone. Page après page. Document après document. Des preuves accablantes de la complicité du maire. Des procès-verbaux de réunions secrètes. Des correspondances avec le diocèse. Des accords financiers pour le silence. Des instructions aux services municipaux pour limiter les recherches initiales, des directives à la police locale pour classer l'affaire, des décisions délibérées d'entraver la justice, des preuves irréfutables que M. Dufresne avait activement participé à la dissimulation, qu'il avait utilisé son autorité municipale
pour étouffer la vérité, qu'il avait reçu des compensations substantielles en échange. Je terminais ma séance de photographie quand j'entendis des pas dans l'escalier. Je refermai rapidement le dossier. Je le replaçai exactement comme je l'avais trouvé. Je verrouillai l'armoire. Je retournai à ma place. Je repris mes notes sur les dossiers innocents que j'avais consultés officiellement. La secrétaire revint. Elle ne remarqua rien d'anormal. Elle me demanda simplement si j'avais trouvé ce que je cherchais. Je la remerciai pour son aide. Je lui dis que j'avais recueilli suffisamment d'informations pour mon article. Je quittai la mairie avec un trésor numérique dans mon téléphone. De retour dans mon gîte, j'examinais les documents photographiés. Leur contenu était plus accablant encore que je ne l'espérais. M. Dufresne n'avait pas seulement accepté de se taire. Il avait activement participé à la construction du mensonge. Il avait utilisé les ressources municipales pour faciliter la dissimulation. Il avait menacé des employés qui posaient trop de questions. Il avait détourné des fonds publics pour financer certains aspects de l'opération. Des crimes administratifs qui s'ajoutaient à sa complicité morale. Je préparais mon dossier contre lui. Je sélectionnais les documents les plus accablants. Je rédigeais un résumé clair de ses actions. Je rassemblais les preuves de sa corruption, de son abus de pouvoir, de sa trahison envers ses administrés. Je complétais ce dossier avec les informations déjà révélées sur Monseigneur Vallier. Je créais une narration cohérente qui montrait la collaboration entre les deux hommes, leur complicité dans la dissimulation d'une tragédie, leur mépris commun pour la vérité et la justice. Mais cette fois, ma stratégie serait différente. Je ne confronterai pas directement M. Dufresne. Je ne créerai pas de scène publique comme avec Monseigneur Vallier. Je voulais que sa chute soit plus lente, plus douloureuse, plus complète. Je voulais qu'il voie sa réputation se désintégrer progressivement, que ses soutiens l'abandonnent un par un, que sa position devienne intenable jour après jour. J'envoyais le dossier à plusieurs destinations simultanément, à la presse locale et nationale, aux autorités judiciaires régionales, aux instances de contrôle administratif, aux opposants politiques de M. Dufresne au conseil municipal. Je diffusais méthodiquement les preuves de sa corruption et de sa complicité. Je créais une tempête médiatique et judiciaire qui s'abattrait sur lui de toutes parts. Les effets furent immédiats. Dès le lendemain, les premiers articles commencèrent à paraître. Les premières questions furent posées publiquement. Les premiers appels à sa démission furent lancés. M. Dufresne tenta de nier, de minimiser, de se défendre. Mais les preuves étaient accablantes. Indiscutable. Sa culpabilité était établie par ses propres écrits, par ses propres décisions documentées, par son propre système de corruption révélé au grand jour. Je l'observais à distance. Je le voyais tenter de maintenir une façade de normalité, de continuer ses fonctions de maire comme si rien n'avait changé. Mais les signes de sa déchéance étaient visibles. Les regards évités de ses anciens soutiens, les conversations qui s'interrompaient à son approche, les journalistes qui le harcelaient à chaque sortie publique. Sa démarche de plus en plus voûtée, son teint de plus en plus gris, sa nervosité de plus en plus évidente. 3 jours après mes révélations, le préfet annonça une enquête administrative sur la gestion de la mairie. Le procureur ouvrit une information judiciaire pour abus de pouvoir et complicité de non-assistance à personne en danger. La majorité du conseil municipal demanda publiquement la démission de M. Dufresne. Son isolement était complet. Sa chute, inévitable. Il résista encore 2 jours, 2 jours de déni, de justifications maladroites, de tentatives pathétiques pour sauver sa réputation. Puis il céda. Il annonça sa démission lors d'une brève conférence de presse sur le perron de la mairie, le visage défait, la voix brisée. L'homme autrefois puissant et respecté n'était plus qu'une coquille vide, une figure pitoyable emportée par le poids de ses propres mensonges. Je ne ressentais aucune satisfaction à voir sa souffrance, aucun plaisir dans sa déchéance, seulement la conviction froide que justice commençait à être rendue, que les responsables payaient enfin pour leurs actes, que la vérité émergeait progressivement des profondeurs où elle avait été enterrée pendant 20 ans. Ma prochaine cible attendait déjà.
le capitaine Ménard, l'ancien officier de gendarmerie qui avait délibérément orienté l'enquête initiale vers de fausses pistes, qui avait classé l'affaire prématurément, qui avait intimidé les témoins potentiels, qui avait participé activement à la dissimulation des preuves. Un homme dont la carrière entière reposait sur une trahison de son serment de servir et protéger. Je le localisais facilement. Après sa retraite de la gendarmerie, il avait créé une société de sécurité privée, Ménard Protection. Une entreprise prospère qui fournissait des services de gardiennage et de conseil en sécurité à des clients fortunés de la région. Ses bureaux se trouvaient à Alès, une ville moyenne à 30 km de Saint-Martin-des-Combes. Sa réputation professionnelle était excellente, son expertise reconnue, son passé trouble soigneusement dissimulé. Je me rendis à Alès. Je louai une chambre dans un petit hôtel du centre-ville. J'étudiais les habitudes du capitaine Ménard, un homme de 65 ans, athlétique malgré son âge, méthodique, discipliné. Il arrivait à son bureau à 8 heures précises chaque matin. Il déjeunait toujours au même restaurant. Il inspectait personnellement les sites de ses clients les plus importants. Il rentrait chez lui vers 20 heures. Une villa isolée en périphérie de la ville. Un domicile protégé par ses propres systèmes de sécurité. Une forteresse difficile à pénétrer. Sa faiblesse était différente de celle de mes précédentes cibles. Ni la réputation publique comme Monseigneur Vallier, ni la position politique comme M. Dufresne. Sa vulnérabilité résidait dans son besoin de contrôle, dans sa confiance excessive en ses propres systèmes, dans sa certitude d'être intouchable derrière ses protections professionnelles. Une illusion de sécurité que je m'apprêtais à briser. Je savais que son bureau contiendrait des preuves de son implication, des rapports, des notes, des documents qu'il aurait conservés comme assurance, comme protection contre d'éventuelles trahisons de ses complices. Un homme aussi méthodique que le capitaine Ménard ne laisserait rien au hasard. Il garderait des traces de tout. Mais accéder à son bureau présentait un défi considérable. L'immeuble était sécurisé. Vidéosurveillance, gardien, badge d'accès, alarme, les mesures qu'il avait lui-même conçues et installées, des obstacles qui semblaient insurmontables pour une personne seule sans équipement spécialisé. Je choisis une approche indirecte. L'entreprise Ménard Protection recrutait régulièrement. Des annonces pour des postes d'agents de sécurité apparaissaient régulièrement dans la presse locale. Mais il recherchait également occasionnellement du personnel administratif. Des assistants, des réceptionnistes, des profils moins scrutés que les agents de terrain. Une potentielle faille dans leur système. Je consultais leur site internet. Par chance, un poste d'assistante administrative temporaire était vacant. Un remplacement de 3 semaines pour congé. Une opportunité parfaite. Je postulai immédiatement. Je créai un CV crédible, mais invérifiable. Des expériences dans des entreprises éloignées. Des références impossibles à contacter rapidement. Des compétences réelles que j'avais acquises pendant ma préparation. Une candidature suffisamment solide pour franchir le premier filtre. Je fus contacté 2 jours plus tard. Un entretien fut programmé. Je me préparais soigneusement. Je me présentais sous l'identité de Lucie Bertrand, une jeune femme sérieuse récemment installée dans la région. Je m'habillais professionnellement. Je me comportais avec assurance, mais déférence. Je répondis précisément aux questions techniques sur les logiciels de bureautique, sur les procédures administratives, sur la gestion de l'accueil. Je projetais l'image exacte de la candidate idéale pour ce poste temporaire. L'entretien se déroula avec la responsable des ressources humaines. Une femme efficace qui cherchait simplement à combler rapidement un besoin opérationnel. Elle fut satisfaite de mes réponses, de mon apparence professionnelle, de ma disponibilité immédiate. Elle m'offrit le poste séance tenante. Je commencerai. Dès le lundi suivant, 3 jours plus tard, l'accès que je recherchais m'était offert sur un plateau. Je passais ces 3 jours à me préparer intensivement, à étudier la disposition des bureaux visibles sur le site internet de l'entreprise, à mémoriser les noms des principaux employés mentionnés dans l'organigramme, à réviser les services offerts par Ménard Protection pour pouvoir en parler,
avec aisance, à perfectionner mon personnage de Lucie Bertrand, assistante administrative compétente et discrète. Le lundi matin, je me présentais à la réception de l'immeuble abritant Ménard Protection. J'étais nerveuse mais déterminée. Je fus accueillie par Madame Moreau, la responsable administrative que je remplaçais. Une femme d'une cinquantaine d'années, visiblement pressée de commencer ses vacances. Elle me fit visiter rapidement les locaux, me présenta sommairement à l'équipe présente, m'expliqua les tâches principales qui m'attendaient: la gestion du standard téléphonique, le tri du courrier, la mise à jour de bases de données clients, la préparation de documents commerciaux, des responsabilités ordinaires qui me donneraient un accès extraordinaire. On m'attribua un bureau dans l'espace administratif ouvert, un ordinateur avec un accès limité au réseau de l'entreprise, un badge qui me permettait d'accéder aux zones communes, des codes pour les photocopieuses et imprimantes, le minimum nécessaire pour accomplir mes tâches officielles, mais insuffisant pour mon véritable objectif: accéder au bureau personnel du capitaine Ménard, à ses archives privées, à ses secrets les mieux gardés. Je passais les premiers jours à observer, à apprendre les routines de l'entreprise, les habitudes de chaque employé, les moments où la vigilance se relâchait, les vulnérabilités dans le système apparemment hermétique. Je remarquai que le capitaine Ménard quittait systématiquement son bureau à 11h30 pour une inspection quotidienne des véhicules de la société. Une absence de 45 minutes exactement. Une fenêtre potentielle pour agir. Je notai également que son bureau était protégé par un système de badge personnel, plus sécurisé que les zones communes. Mais je découvris que la femme de ménage y accédait chaque soir avec un pass spécial, un pass qui restait dans un tiroir de la réception pendant la journée, un tiroir rarement verrouillé. Une faille de sécurité étonnante dans une entreprise spécialisée dans la protection. Le 4e jour, je mis mon plan à exécution. À 11h25, je vérifiais que le capitaine Ménard suivait sa routine habituelle. Je le vis quitter son bureau, verrouiller sa porte, se diriger vers le parking souterrain. Je comptais mentalement. 45 minutes disponibles, pas une de plus. Je me rendis à la réception sous prétexte de récupérer des fournitures. La réceptionniste était en pause café comme chaque jour à 7h. Le tiroir contenant le pass était accessible. Je l'ouvris discrètement, je saisis la carte magnétique, je la glissai dans ma poche. Je retournai tranquillement à mon bureau. Première étape accomplie. À 11h35, je me dirigeais vers les toilettes. Un détour qui me faisait passer devant le bureau du capitaine Ménard. Le couloir était désert. Les employés étaient occupés à leurs tâches ou déjà partis déjeuner. Je m'arrêtai devant la porte, je sortis le pass, je le glissai dans le lecteur. La lumière verte s'alluma. La porte se déverrouilla. J'entrai rapidement. Je refermai derrière moi. Deuxième étape accomplie. Le bureau était impeccablement rangé, minimaliste, fonctionnel, un espace qui reflétait la personnalité méthodique de son occupant. Je n'avais que peu de temps. Je devais agir efficacement. Je me dirigeais vers le meuble d'archives dans le coin de la pièce. Des dossiers classés alphabétiquement, parfaitement ordonnés. Je cherchais rapidement, M comme Mercier, S comme Saint-Martin-des-Combes, D comme Diocèse. Je ne trouvais rien sous ces entrées. Le capitaine était trop prudent pour un classement aussi évident. Je réfléchis rapidement. Comment un ancien gendarme classerait-il des documents compromettants? Sous quel code? Quelle référence? Je tentais A comme affaire classée, P comme protection spéciale. Toujours rien. Le temps passait. L'inquiétude montait. Je devais trouver, avant le retour du capitaine. Une intuition me vint, comme opération personnelle, un dossier fin, discret, rangé entre des documents anodins. Je l'ouvris, des sous-dossiers numérotés, sans titres explicites. Je parcourus rapidement leur contenu, des rapports confidentiels, des mémos manuscrits, des photographies. Et dans le 3e sous-dossier, ce que je cherchais, l'affaire.
Mercier, les documents originaux de l'enquête initiale, les rapports falsifiés, les témoignages ignorés, les preuves dissimulées, les instructions reçues du diocèse et de la mairie, les compensations financières versées en échange du... Et silence. Je photographiais rapidement chaque page avec mon téléphone. Chaque rapport, chaque note, chaque preuve de sa corruption et de sa complicité. Des documents particulièrement accablants. Des preuves qu'il avait délibérément orienté l'enquête vers de fausses pistes, qu'il avait menacé des témoins, et le potentiel, qu'il avait falsifié des rapports officiels, des crimes qui dépassaient la simple complicité passive, des abus de pouvoir caractérisés qui relevaient de la justice pénale. Je terminais ma séance de photographie. Je replaçais soigneusement le dossier exactement comme je l'avais trouvé. Je vérifiais que je ne laissais aucune trace de ma présence. Je consultais ma montre. 11h55. Le capitaine Ménard reviendrait dans 5 minutes. Je devais sortir immédiatement. Je quittais le bureau, je verrouillais la porte avec le passe. Je me dirigeais calmement vers la réception. Je replaçais discrètement la carte magnétique dans le tiroir. Je retournais à mon poste, juste à temps, pour voir le capitaine Ménard revenir de son inspection. Il passa devant moi sans un regard. Il entra dans son bureau. La porte se referma derrière lui. Il ne soupçonnait rien. Ma mission était accomplie. Je restais jusqu'à la fin de la journée. Je jouais parfaitement mon rôle d'assistante administrative temporaire. Je répondis au téléphone. Je traitais les emails. Je préparais les documents demandés. Une employée modèle qui ne suscitait aucune méfiance, qui ne laissait transparaître aucun signe de sa véritable mission. Le soir même, dans ma chambre d'hôtel, j'examinais les documents photographiés. Leur contenu était plus accablant encore que je ne l'espérais. Le capitaine Ménard n'avait pas seulement obéi aux ordres. Il avait activement participé à la construction du mensonge. Il avait utilisé ses compétences professionnelles pour assurer l'efficacité de la dissimulation. Il avait intimidé personnellement des témoins potentiels. Il avait falsifié des rapports officiels. Des crimes graves qui méritaient une punition exemplaire. Cette fois, ma stratégie serait différente encore. Je ne voulais pas simplement détruire sa réputation comme pour Monseigneur Vallier. Je ne voulais pas seulement provoquer sa démission comme pour M. Dufresne, je voulais que le capitaine Ménard affronte directement les conséquences légales de ses actes, qu'il soit arrêté, jugé, condamné, qu'il connaisse l'humiliation publique d'un ancien officier de gendarmerie traîné devant les tribunaux, pour corruption et obstruction à la justice. Je préparais un dossier complet, je sélectionnais les documents les plus accablants. Je rédigeais un résumé précis de ses actions criminelles. Je rassemblais les preuves de ses falsifications, de ses intimidations, de sa corruption. Je complétais ce dossier avec les informations déjà révélées sur Monseigneur Vallier et M. Dufresne. Je créais une narration cohérente qui montrait la collaboration entre les trois hommes, leur complicité dans la dissimulation d'une tragédie, leur mépris commun pour la vérité et la justice. Je ne me contentais pas d'envoyer ce dossier à la presse comme précédemment. Je l'adressais directement aux autorités judiciaires compétentes, au procureur de la République, à l'inspection générale de la gendarmerie nationale, au service anticorruption. Je fournis des preuves irréfutables de crimes caractérisés. Des falsifications de documents officiels, des intimidations de témoins, des obstructions à la justice, des abus de pouvoir, des délits et crimes qui ne pouvaient être ignorés même 20 ans après les faits. La réaction fut rapide et implacable. Dès le lendemain, une enquête officielle fut ouverte. 2 jours plus tard, le capitaine Ménard fut convoqué pour un interrogatoire. Il nia tout. Il se défendit. Il tenta de discréditer les documents, mais les preuves étaient accablantes, authentiques, vérifiables. Sa propre écriture, ses propres signatures, ses propres rapports falsifiés. Le 4e jour, il fut placé en garde à vue. Le 6e jour, mis en examen pour plusieurs chefs d'accusation. Corruption, entrave à la justice, faux et usage de faux en écriture publique, abus d'autorité, des charges graves qui pouvaient lui valoir plusieurs années de prison, une déchéance totale pour l'ancien officier respecté, une humiliation publique pour l'expert en sécurité, reconnu,
Son arrestation fit la une des journaux locaux. Son visage défait apparut sur les écrans de télévision. Son nom, autrefois synonyme d'autorité, était désormais associé à la corruption et au mensonge. Sa société de sécurité perdit immédiatement des clients. Ses employés cherchèrent d'autres emplois. Son empire professionnel s'effondra en quelques jours. Sa chute était complète, irréversible, méritée. Je n'éprouvais toujours aucune joie à voir sa souffrance, aucun plaisir dans sa déchéance, seulement la conviction froide que justice continuait à être rendue, que les responsables payaient enfin pour leurs actes, que la vérité émergeait désormais pleinement des profondeurs où elle avait été enterrée pendant 20 ans. Il ne restait plus qu'une cible sur ma liste, la mère supérieure du couvent Saint-Gabriel, celle qui m'avait élevé dans le mensonge, qui m'avait caché mes origines, qui avait accepté de me garder prisonnière d'une fausse identité en échange d'un financement généreux, celle dont la trahison était la plus personnelle, la plus douloureuse, la dernière pièce du puzzle de ma vengeance. Je retournai dans la région du couvent. Je m'installai dans une auberge du village voisin. Je réfléchis longuement à la forme que prendrait ma confrontation finale. Les 3 premières étapes de ma vengeance avaient été publiques, médiatisées, spectaculaires. Elles avaient exposé les coupables au jugement collectif, à l'opprobre général, à la justice institutionnelle. Mais pour la mère supérieure, je voulais quelque chose de différent. De plus intime, de plus personnel. Je ne cherchais pas à détruire le couvent tout entier. Je ne voulais pas punir les sœurs qui m'avaient simplement obéi, qui ignoraient peut-être la vérité complète, qui avaient néanmoins montré de la bonté dans mon éducation quotidienne. Ma cible était uniquement la mère supérieure, sa duplicité, son hypocrisie, sa trahison des valeurs qu'elle prétendait incarner. Je décidai de la confronter directement. Seul à seul, sans témoin, sans médias, sans intermédiaire. Une confrontation où elle devrait faire face à la vérité qu'elle avait tenté de me cacher. Où elle devrait regarder dans les yeux la conséquence vivante de ses mensonges. Où elle devrait entendre de ma bouche le jugement que je portais sur ses actes. Je choisis soigneusement le moment. Le jour de la retraite annuelle des sœurs, une journée où la plupart des religieuses quittaient le couvent pour se rendre à la maison diocésaine, une journée où la mère supérieure restait généralement seule pour gérer les affaires courantes, une journée où notre confrontation ne serait pas interrompue, où ses cris éventuels ne seraient pas entendus, où sa honte ne serait pas exposée publiquement. Je me rendis au couvent en fin de matinée. Je connaissais chaque recoin de ces murs, chaque passage, chaque habitude, chaque routine. J'avais vécu ici 20 ans, j'avais observé, j'avais appris, j'avais mémorisé inconsciemment tout ce qui pourrait un jour me servir. Ce jour était arrivé. J'entrai par la porte du jardin. Rarement verrouillée pendant la journée, je traversais les allées familières. Je me dirigeais vers le bureau de la mère supérieure, au premier étage de l'aile administrative. Une pièce austère où j'avais été convoqué occasionnellement pour des réprimandes, pour des conseils non sollicités, pour des décisions arbitraires sur mon avenir. Un lieu de pouvoir que j'allais transformer en tribunal improvisé. Je frappai à la porte. J'entendis sa voix autoritaire m'inviter à entrer. Je poussai la porte. Je me tins dans l'encadrement. Elle leva les yeux de ses papiers. Son visage se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa bouche s'ouvrit sans qu'aucun son en sorte. Elle me reconnaissait instantanément, malgré mes cheveux coupés, mes vêtements civils, mon expression différente. Elle savait exactement qui j'étais et ce que ma présence signifiait. Je fermai calmement la porte derrière moi. Je m'avançai vers son bureau. Je m'assis dans le fauteuil face à elle, sans invitation, sans permission. Un geste délibéré qui renversait immédiatement notre relation de pouvoir antérieure. Je la regardais droit dans les yeux. Je ne dis rien pendant un long moment. Je laissais le silence s'installer, s'épaissir, devenir insupportable, une technique qu'elle avait elle-même souvent utilisée pour intimider. Finalement, je parlais, calmement, clairement, sans émotion apparente. Je lui dis que je savais tout, mon véritable nom, Émilie Mercier, ma famille disparue, les tunnels sous l'église, le père Laurent et ses délires mystiques,
la découverte des corps, ma survie, miraculeuse, le complot pour dissimuler la vérité, son rôle dans cette conspiration, les arrangements financiers conclus avec le diocèse, sa décision délibérée de me mentir toute ma vie, de me voler mon identité, de me priver de mon histoire. Elle tenta de parler, de se justifier, de minimiser. Je levai la main pour l'interrompre. Je n'étais pas venu pour entendre ses excuses, ses rationalisations, ses mensonges supplémentaires. J'étais venu pour qu'elle entende ma vérité, pour qu'elle comprenne les conséquences de ses actes, pour qu'elle sache que sa trahison avait été découverte, exposée, jugée. Je lui racontais mon parcours depuis ma fuite du couvent, mes découvertes progressives, mes confrontations avec Monseigneur Vallier, avec Monsieur Dufresne, avec le capitaine Ménard, leurs chutes respectives, leurs humiliations publiques, les conséquences légales de leurs actes. Je lui montrai les articles de presse sur mon téléphone, les images de leurs arrestations, les titres annonçant des enquêtes officielles, des poursuites judiciaires, des carrières détruites. Son visage pâlissait à mesure que je parlais, ses mains tremblaient, sa respiration devenait difficile. Elle comprenait progressivement l'ampleur de ce qui se passait. La fin du secret, soigneusement maintenu pendant 20 ans, l'effondrement de la conspiration dont elle faisait partie, la destruction méthodique de tous ceux qui avaient participé au mensonge, et son tour qui était maintenant venu. Je lui expliquai que j'avais des preuves de son implication. Les documents trouvés à l'évêché, les transferts financiers du diocèse vers le couvent, les instructions écrites concernant mon isolement, mon éducation dans l'ignorance de mes origines, sa correspondance personnelle avec Monseigneur, Vallier discutant des mesures à prendre pour maintenir le secret, des preuves accablantes que je pouvais rendre publiques à tout moment. Mais je lui dis aussi que ma vengeance envers elle prendrait une forme différente. Je ne cherchais pas à détruire le couvent, à punir les sœurs innocentes, à exposer publiquement une institution qui, malgré ses défauts, accomplissait un travail utile dans la région. Ma vengeance serait plus personnelle, plus ciblée, plus adaptée à la nature particulière de sa trahison. Je posai devant elle un document que j'avais préparé, une lettre de confession, détaillant son rôle dans la dissimulation, reconnaissant sa culpabilité morale, exprimant des remords pour ses actions, offrant sa démission immédiate et irrévocable du poste de mère supérieure, une lettre qu'elle devrait signer, qu'elle devrait lire devant toute la communauté religieuse à son retour, qu'elle devrait ensuite envoyer aux autorités ecclésiastiques supérieures. Je lui expliquai ses options, signer cette lettre, la lire publiquement, quitter son poste dans la honte mais avec une forme de dignité préservée, ou refuser, et voir toutes les preuves que je possédais transmises directement aux médias, à la justice, aux autorités religieuses, une exposition publique qui détruirait non seulement sa position, mais aussi la réputation du couvent tout entier, une humiliation collective que je préférerais éviter, mais que je n'hésiterais pas à provoquer si nécessaire. Elle me regardait avec un mélange de peur et d'incrédulité. Elle ne reconnaissait pas la jeune fille docile et naïve qu'elle avait connue. Elle découvrait une femme déterminée, implacable, capable de détruire méthodiquement tous ceux qui se dressaient sur son chemin vers la vérité et la justice. Une femme qui lui offrait non pas le pardon, mais une forme atténuée de punition. Un choix qui n'en était pas vraiment un. Elle prit le stylo que je lui tendais. D'une main tremblante, elle signa la lettre de confession. Elle acceptait sa défaite. Elle comprenait qu'aucune résistance n'était possible, que toute tentative de me défier ne ferait qu'aggraver sa situation, que la meilleure option disponible était celle que je lui offrais. Une chute contrôlée, plutôt qu'une destruction totale. Je me levai, je pris la lettre signée. Je la regardais une dernière fois, cette femme qui avait exercé tant de pouvoir sur ma vie, qui avait pris tant de décisions cruciales me concernant sans jamais me consulter, qui m'avait traité comme un secret à dissimuler plutôt que comme une personne à respecter. Je ne ressentais ni haine ni colère envers elle, seulement une forme de pitié mêlée de détermination. Elle récolterait ce qu'elle avait semé. Elle affronterait les conséquences de ses choix. Comme nous tous, finalement. Je quittai son bureau sans un mot supplémentaire.
Je traversai les couloirs familiers du couvent. Je franchis la porte principale. Je ne regardais pas en arrière. Ce chapitre de ma vie était définitivement clos. Ma vengeance était complète. Les 4 piliers de la conspiration étaient tombés. La vérité avait émergé des profondeurs où elle avait été enterrée. Justice avait été rendue, à ma façon. 1 an s'est écoulé depuis ma confrontation finale avec la mère supérieure. 1 an de transformation, de découverte, de reconstruction. Une période pendant laquelle j'ai progressivement redéfini mon identité, mes objectifs, ma place dans ce monde qui m'était longtemps resté étranger. Les conséquences de mes actions se sont déployées comme je l'avais prévu. Monseigneur Vallier a été contraint à une retraite anticipée. Son nom désormais associé au scandale et à la dissimulation. Sa réputation détruite. Son autorité morale anéantie. Il vit maintenant reclus dans une résidence ecclésiastique isolée, invisible, oublié, confronté quotidiennement à la honte de ses actions passées. Monsieur Dufresne a été formellement inculpé pour corruption et abus de pouvoir. Son procès est en cours. Les témoignages s'accumulent contre lui. Les preuves sont accablantes. Sa condamnation semble inévitable. Il a perdu sa maison. Sa famille s'est éloignée. Sa santé s'est détériorée, un homme brisé qui paie le prix de sa complicité dans un crime ignoble. Le capitaine Ménard a été condamné à 5 ans de prison ferme pour falsification de documents officiels et entrave à la justice. Une sentence exemplaire pour un ancien représentant des forces de l'ordre. Sa société de sécurité a fait faillite. Sa réputation professionnelle est irrémédiablement ternie. Son nom est désormais synonyme de corruption policière. Un exemple cité dans les écoles de gendarmerie de ce qu'un officier ne doit jamais devenir. La mère supérieure a respecté notre accord. Elle a lu sa lettre de confession devant la communauté religieuse. Elle a démissionné de son poste. Elle a quitté le couvent Saint-Gabriel pour une maison de retraite religieuse en Bretagne. Une disgrâce discrète mais définitive, un exil volontaire mais imposé par les circonstances. Une punition adaptée à la nature de sa trahison. Le couvent continue à fonctionner sous une nouvelle direction. Les sœurs innocentes peuvent poursuivre leur vocation sans être affectées par les erreurs de leur ancienne supérieure. Quant à moi, j'ai entrepris un long processus de reconstruction. J'ai officiellement récupéré mon identité. Émilie Mercier existe désormais légalement. Des documents ont été établis. Un état civil reconstitué, une existence administrative normale dans un pays où l'anonymat n'est plus possible, une première étape essentielle pour construire une vie nouvelle. J'ai également récupéré un héritage modeste, les biens de mes parents qui avaient été conservés dans un compte dormant. Une maison familiale, vendue après leur disparition dont le produit m'a été restitué. Des compensations financières versées par le diocèse suite aux procédures judiciaires. Des ressources suffisantes pour me permettre de commencer une nouvelle vie sans préoccupation matérielle immédiate. Je me suis installé à Lyon, une grande ville où je peux être anonyme, où personne ne connaît mon histoire, où je peux définir librement qui je suis sans le poids du passé. J'ai loué un petit appartement dans un quartier animé. J'ai commencé des études de psychologie à l'université, un choix inspiré par ma propre expérience, par mon désir de comprendre les traumatismes, les mécanismes de résilience, les processus de guérison, une façon de transformer ma souffrance en quelque chose d'utile, de constructif, de tourner vers l'avenir. J'ai également entrepris une thérapie, un accompagnement professionnel pour naviguer les eaux troubles de mon passé complexe, pour intégrer les différentes parties de mon identité. Marie la novice du couvent, Émilie l'orpheline des tunnels, la vengeresse méthodique qui a fait tomber les coupables, l'étudiante qui construit lentement une vie normale. Des facettes, multiples d'une même personne qui apprend progressivement à se connaître, à s'accepter, à s'aimer peut-être un jour. Le chemin est long, les cicatrices sont profondes. Les souvenirs restent parfois douloureux, mais je progresse, jour après jour, pas à pas. J'apprends à vivre dans le présent plutôt que dans l'ombre du passé, à construire des relations authentiques basées sur la vérité plutôt que sur
des mensonges, à faire confiance malgré les trahisons vécues, à espérer malgré les déceptions accumulées. Je me rends parfois à Saint-Martin-des-Combes, discrètement, anonymement. Je visite le cimetière où les restes de ma famille ont finalement été inhumés dignement. Une simple pierre tombale, 4 noms, 2 dates, une inscription sobre, une famille réunie dans la mort comme elle aurait dû l'être dans la vie. Je leur parle silencieusement. Je leur raconte mes progrès, mes découvertes, mes espoirs. Je leur promets de vivre pleinement la vie qui m'a été donnée et de honorer leur mémoire non par la colère ou la vengeance, mais par la construction d'une existence significative, épanouissante, digne. L'église est maintenant fermée définitivement. Les tunnels ont été condamnés, scellés, rendus inaccessibles. Le lieu de la tragédie effacé du paysage visible. Mais son empreinte reste dans la mémoire collective du village, dans les récits chuchotés, dans les regards qui se détournent quand on évoque certains noms, dans la conscience troublée d'une communauté qui a laissé se produire l'impensable en son sein. Je ne cherche plus la vengeance. Cette quête est achevée, complète, résolue. Je cherche maintenant la paix, la compréhension, la réconciliation, possible avec un passé qui ne peut être changé, mais qui peut être accepté, intégré, transcendé. Je cherche à transformer mon histoire personnelle en une source de force, de sagesse, de compassion pour ceux qui souffrent comme j'ai souffert. Je pense parfois aux 4 personnes que j'ai fait tomber, à la justice que j'ai obtenue à ma manière. Je ne regrette pas mes actions, elles étaient nécessaires, méritées, proportionnées aux crimes commis, mais je reconnais aussi qu'elles n'ont pas apporté la satisfaction totale que j'espérais. La vengeance ne remplit pas le vide laissé par la perte. Elle ne guérit pas les blessures les plus profondes. Elle ne ramène pas ceux qui sont partis. Elle offre une forme de clôture, une résolution, un équilibre rétabli, mais pas une guérison complète. Cette guérison vient d'ailleurs, des petits moments de joie quotidienne que je découvre progressivement. Un café partagé avec une amie, un livre qui résonne profondément, un coucher de soleil qui embrase le ciel lyonnais, des instants de présence pure où le passé s'estompe et l'avenir ne pèse pas encore. Des expériences simples mais authentiques qui construisent lentement une vie normale, ordinaire, précieuse dans sa banalité même. Je reste vigilante, consciente que le mal existe dans ce monde, que les institutions peuvent faillir, que le pouvoir peut corrompre, que la vérité peut être enterrée. Mais je refuse de laisser cette conscience devenir de la méfiance généralisée, du cynisme stérile, de la paranoïa paralysante. Je choisis plutôt une vigilance lucide, une prudence informée, une détermination tranquille à ne plus jamais être victime, à défendre ceux qui ne peuvent se défendre eux-mêmes, à porter témoignage quand le silence serait plus confortable. Mon histoire est à la fois unique et universelle. Unique dans ses circonstances particulières, dans ses détails spécifiques, dans son horreur singulière, universelle dans ses thèmes fondamentaux, la recherche d'identité, la quête de vérité, le besoin de justice, la possibilité de rédemption, le pouvoir de la résilience humaine face aux pires tragédies, une histoire qui continue à s'écrire, à évoluer, à se transformer à mesure que je me transforme moi-même. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, quelles découvertes m'attendent encore, quelles relations je formerai, quelle contribution je pourrai apporter à ce monde complexe. Mais je sais que j'avancerai avec une force nouvelle, une clarté durement acquise, une authenticité impossible à compromettre, des qualités forgées dans l'obscurité des tunnels, dans le silence du couvent, dans la détermination de ma quête de justice, dans la reconstruction patiente de ma vie après la vengeance. Je suis Émilie Mercier, survivante, justicière, étudiante, femme en devenir. Une personne complexe façonnée par des circonstances extraordinaires, mais qui aspire maintenant à une forme d'ordinaire lumineux. Une vie simple mais vraie, significative mais paisible, consciente mais sereine. Une vie
qui honore ceux que j'ai perdus sans être défini uniquement par cette perte. Une vie qui transcende la vengeance sans oublier pourquoi elle fut nécessaire. Ma vie, enfin. La fille des tunnels. Comment j'ai vengé ma famille. Perdu les secrets enfouis sous une église rurale ont dévoré ma famille entière. Je suis revenu 20 ans plus tard pour révéler la vérité et faire payer ceux qui avaient gardé le silence. Background, je ne me souviens pas de mon vrai nom. Les sœurs m'ont appelé Marie, Marie comme la mère du Christ, Marie comme la femme qui pleure dans les vitraux de la chapelle, Marie comme le nom murmuré dans les prières des religieuses qui m'ont élevé dans le secret de leur couvent isolé. Mes premiers souvenirs sont fragmentés, des éclats lumineux perçant l'obscurité, le froid de la pierre contre ma peau, la voix d'un homme qui parlait de salvation et de sacrifice. Sœur Thérèse me disait que ses souvenirs appartenaient à une autre vie, une vie avant le couvent, une vie dont je ne devais pas me préoccuper. Les sœurs m'ont protégé, les sœurs m'ont sauvé, les sœurs m'ont menti. Le couvent Saint-Gabriel se dressait au sommet d'une colline surplombant un petit village dans les Cévennes, des murs de pierre grise, des jardins paisibles, des cloches qui marquaient chaque heure de prière. Mon monde se limitait à ces murs pendant 18 ans. Les sœurs me gardaient à l'écart des rares visiteurs. Ma présence restait un secret bien gardé. Je n'étais pas autorisé à poser des questions sur mon passé. Sœur Thérèse me disait que Dieu m'avait conduite au couvent pour une raison, que ma vie antérieure était remplie de souffrances, que je devais remercier la Providence de m'avoir sauvé. Je grandissais dans un environnement austère, mais pas dénué d'affection. Sœur Thérèse m'apprenait à lire dans de vieux livres religieux. Sœur Marguerite me montrait comment cultiver les herbes médicinales dans le jardin du cloître. Sœur Agnès me faisait chanter les cantiques de sa voix douce et tremblante. Ma vie suivait le rythme immuable des offices religieux et des saisons qui transformaient la nature autour du couvent. Le printemps faisait fleurir les amandiers dans la vallée. L'été apportait la chaleur écrasante et le parfum de la lavande. L'automne teintait les forêts de rouge et d'or. L'hiver recouvrait les montagnes d'un manteau blanc et silencieux. Les nuits étaient les plus difficiles. Dans l'obscurité de ma petite cellule, des images me revenaient. Un arbre de Noël illuminé, une église remplie de bougies vacillantes, le rire d'une petite fille qui n'était pas moi, le visage d'une femme aux yeux semblables aux miens, une main chaude qui serrait la mienne. Ces fragments de mémoire me réveillaient en sursaut. Je me relevais, je priais comme les sœurs me l'avaient appris. Les images s'estompaient. Jusqu'à la nuit suivante, le village en contrebas du couvent restait un mystère pour moi. Je l'observais depuis ma fenêtre, des maisons de pierre serrées autour d'une église au clocher pointu, des rues étroites où circulaient des personnes dont je ne connaissais pas les visages. Je me demandais si j'avais vécu là-bas avant, si quelqu'un dans ces maisons connaissait mon histoire, si quelqu'un se souvenait de moi. Mon existence au couvent était paisible mais incomplète. Je sentais un vide en moi que les prières ne comblaient pas. Je ressentais une absence que les sœurs ne pouvaient pas expliquer. Je percevais des non-dits dans leurs regards quand elles parlaient de ma présence parmi elles. Quelque chose ne correspondait pas dans leur récit de mon arrivée au couvent. Quelque chose restait délibérément caché. La vérité commença à se dévoiler le jour des 20 ans de Sœur Thérèse au couvent. Les célébrations étaient modestes mais sincères, un repas spécial, des chants, des prières de remerciement. La mère supérieure offrit à Sœur Thérèse un petit médaillon en argent représentant Sainte-Claire. Les autres sœurs lui présentèrent des cadeaux simples, des fleurs séchées, un marque-page brodé, un chapelet en bois d'olivier. Je lui offris un dessin de la Vierge Marie que j'avais réalisé en secret. Ce soir-là, je surpris une conversation entre Sœur Thérèse et la mère supérieure dans la bibliothèque du couvent. Je ne cherchais pas à écouter, je venais simplement rapporter un livre de prières oubliées. Leurs voix me parvinrent à travers la porte entr'ouverte. La mère supérieure parlait d'un homme, le père Laurent, l'ancien prêtre du village. Un homme troublé,
un homme dangereux, un homme qui avait cru entendre la voix de Dieu. Elle parlait ensuite d'une famille, 5 personnes disparues après la messe de Noël, des recherches sans résultat, des tunnels coloniaux sous l'église, une découverte macabre des années plus tard, un bébé miraculeusement vivant. Moi, je me figeais derrière la porte. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'elle ne l'entende. Mes mains tremblaient, ma respiration devenait difficile. Je comprenais maintenant. Les cauchemars, les fragments de souvenirs, les non-dits. Je n'étais pas une orpheline confiée au couvent par la Providence. J'étais la survivante d'une tragédie. La dernière d'une famille sacrifiée par un prêtre dérangé qui croyait agir au nom de Dieu. Je m'éloignais sans faire de bruit. Je retournais dans ma cellule. Je ne dormis pas cette nuit-là. Je regardais le plafond dans l'obscurité. Je sentais quelque chose de nouveau naître en moi. Une détermination froide, une soif de vérité, un besoin de justice. Le lendemain matin, je me comportais normalement. Je participais aux prières matinales. Je travaillais au jardin. Je suivis mes leçons avec sœur Thérèse. Mais intérieurement, tout avait changé. Je savais que je devais quitter le couvent. Je devais découvrir la vérité sur ma famille. Je devais comprendre ce qui s'était passé dans les tunnels sous l'église. Je devais savoir qui j'étais réellement. Les semaines qui suivirent cette révélation furent les plus longues de ma vie. Je continuais à jouer le rôle de la jeune fille pieuse et obéissante que les sœurs avaient élevée. Je participais aux offices religieux. Je récitais mes prières avec une ferveur apparente. Je travaillais au potager du couvent avec application. Mais chaque geste, chaque mot, chaque sourire était désormais calculé. Je jouais un rôle tout en préparant ma fuite. Je commençais à observer plus attentivement les habitudes du couvent, les horaires des rondes nocturnes, l'emplacement des clés, les moments où la porte principale restait déverrouillée pour les livraisons matinales. Je notais mentalement les détails qui pourraient faciliter mon départ. La fenêtre de la buanderie qui fermait mal, le mur moins élevé près du verger, le sentier forestier qui descendait vers le village. En parallèle, je tentais d'en apprendre davantage sur mon passé. Je posais des questions apparemment innocentes à sœur Marguerite, la plus âgée des religieuses. Je lui demandais depuis combien de temps elle vivait au couvent, si elle connaissait bien le village en contrebas, si elle se souvenait des anciens prêtres de la paroisse. Ses réponses étaient évasives, son regard fuyant, sa nervosité évidente. Elle aussi connaissait la vérité et la gardait secrète. Un après-midi, je me rendis à la bibliothèque du couvent pendant que les sœurs étaient occupées à la prière. Je cherchais des journaux anciens, des archives, des informations sur le village et son église. Je découvris un petit article jauni par le temps. Il mentionnait brièvement la disparition de la famille Mercier après la messe de Noël en 2003. Les parents, François et Claire Mercier, leurs 3 enfants, Thomas, Lucie et Émilie. Émilie avait 8 mois au moment des faits. Je fixai longtemps ce nom, Émilie Mercier. Était-ce mon véritable nom? La date correspondait, les circonstances. Aussi, je sentis une certitude profonde. J'étais Émilie Mercier, la survivante des tunnels. Je repliai soigneusement l'article et le dissimulai sous ma robe. Ce petit morceau de papier représentait le premier fragment tangible de mon identité. La première preuve que j'avais existé avant le couvent. La première confirmation que ma famille était réelle et pas seulement des fantômes dans mes rêves. Le comportement des sœurs commença à changer subtilement à mon égard. Elles me surveillaient plus étroitement. Elles évitaient certains sujets en ma présence. Elles échangeaient des regards inquiets quand elles pensaient que je ne les voyais pas. Avaient-elles remarqué mon intérêt croissant pour le monde extérieur? Soupçonnait-elle que je connaissais désormais la vérité? Je redoublais de prudence. Je devais continuer à jouer le rôle de la jeune fille naïve et confiante pendant encore quelque temps. Un dimanche, le couvent reçut la visite exceptionnelle de Monseigneur Darvel, l'évêque du diocèse. Une visite rare qui généra une effervescence inhabituelle parmi les religieuses. Le couvent fut nettoyé de fond en comble. Les meilleures nappes furent sorties. Les plus beaux ornements de la chapelle furent astiqués. La mère supérieure donna des instructions précises. Je devais rester dans ma cellule pendant toute la durée de la visite. Je ne devais pas me montrer.
Je ne devais pas faire de bruit. Je devais rester invisible, comme toujours face aux visiteurs extérieurs. Mais cette fois, je désobéis. Je quittai discrètement ma cellule pendant le repas solennel offert à l'évêque. Je me glissai dans les couloirs déserts du couvent. Je m'approchai du réfectoire où les voix et les tintements de vaisselle me parvenaient. Je me dissimulai derrière une colonne et j'écoutais la conversation. Monseigneur Darvel parlait du village, de la rénovation prévue de l'église, des travaux qui allaient commencer dans les sous-sols, des tunnels qui seraient finalement condamnés définitivement. Il évoqua ensuite le père Laurent, l'ancien prêtre. Il était mort en prison 3 mois auparavant. Son journal intime avait été retrouvé. Il y détaillait ses actes, ses croyances dérangées, sa conviction que la famille Mercier avait été choisie par Dieu pour un sacrifice purificateur. Les détails étaient insoutenables. Monseigneur Darvel parla ensuite de moi, de la décision prise 20 ans plus tôt de me confier au couvent, du secret maintenu sur mon identité, de la nécessité de protéger l'Église du scandale, de l'argent versé régulièrement au couvent pour assurer mon entretien et mon éducation, du silence imposé à tous ceux qui connaissaient la vérité. Il demanda à la mère supérieure si j'étais toujours docile et ignorante de mes origines, si je posais des questions sur mon passé, si je manifestais des signes de traumatisme ou de rébellion. La mère supérieure le rassura. J'étais une jeune fille pieuse et obéissante. Je ne me souvenais de rien. Je ne posais pas de questions. Je considérais le couvent comme ma seule famille. Je ne représentais aucun risque pour la réputation de l'Église. Le diocèse pouvait dormir tranquille. Je sentis la nausée monter en moi. La trahison était plus profonde que je ne l'imaginais. Ce n'était pas seulement le silence sur mes origines, c'était un mensonge organisé, une dissimulation systématique, une conspiration qui impliquait les plus hautes autorités ecclésiastiques. Ils savaient tous, ils avaient toujours su. Ma famille avait été sacrifiée par un prêtre fou, et l'Église avait choisi de protéger son image plutôt que de rendre justice aux victimes. Je retournai dans ma cellule avant que mon absence ne soit remarquée. Je m'assis sur mon lit. Mes mains tremblaient. Ma respiration était difficile. Je sentais une colère froide grandir en moi. Une colère que les prières ne pouvaient plus apaiser. Une colère qui demandait justice. Cette nuit-là, je pris ma décision. Je ne pouvais plus rester au couvent. Je ne pouvais plus vivre parmi celles qui m'avaient menti toute ma vie. Je ne pouvais plus prier dans une institution qui avait sacrifié la vérité et la justice sur l'autel de sa réputation. Je devais partir. Je devais découvrir toute l'histoire. Je devais honorer la mémoire de ma famille. Le plan de ma fuite se précisa dans mon esprit. Je connaissais les habitudes du couvent. Je savais que le boulanger venait livrer le pain chaque mardi à l'aube, que la porte principale restait ouverte pendant une dizaine de minutes, que sœur Jeanne, qui supervisait habituellement la livraison, souffrait de problèmes d'audition, que sa vigilance était limitée. Je pouvais sortir discrètement pendant ce court intervalle. Je pouvais disparaître dans la forêt avant que mon absence ne soit remarquée. Le mardi suivant arriva. Je me réveillai bien avant les matines. Je rassemblai le peu d'affaires personnelles que je possédais, une robe de rechange, le petit médaillon de la Vierge que sœur Thérèse m'avait offert pour mes 16 ans, l'article de journal sur la disparition de ma famille. Je dissimulais aussi sous ma robe les 300 € que j'avais trouvés dans la caisse des aumônes. Ce vol me pesait sur la conscience, mais je le considérais comme une avance sur la dette que l'Église avait envers moi. Une dette qui ne pourrait jamais être totalement remboursée. J'attendis dans ma cellule. J'écoutais les bruits familiers du couvent qui s'éveillait, les pas des sœurs se dirigeant vers la chapelle, les prières matinales récitées d'une voix monotone, le silence qui suivit quand elles se rendirent au réfectoire. Je quittai ma cellule, je traversai les couloirs déserts, je me dirigeai vers la porte principale, j'entendis la voix du boulanger qui discutait avec sœur Jeanne, je me glissai dans l'ombre. J'attendis que le boulanger reparte vers sa camionnette, que sœur Jeanne se tourne vers la cuisine. Je sortis rapidement. Je franchis le seuil. Je respirai pour la première fois l'air du monde extérieur en tant que personne libre. Je ne regardais pas en arrière. Je m'engageais sur le sentier forestier qui descendait vers le village.
vers mon passé, vers la vérité, vers ma vengeance. Les premières heures de ma liberté furent à la fois exaltantes et terrifiantes. Je marchais rapidement sur le sentier forestier. Les aiguilles de pin craquaient sous mes pas. Le vent faisait bruisser les feuilles. Des odeurs nouvelles emplissaient mes narines. La résine des conifères, la terre humide, la végétation sauvage. Des sensations que je n'avais jamais expérimentées avec une telle intensité. La peur me tenaillait. La peur d'être retrouvé. La peur du monde inconnu qui m'attendait. La peur de mes propres actions. Mais cette peur était éclipsée par une détermination plus forte. Je devais continuer. Je devais atteindre le village. Je devais découvrir la vérité sur ma famille. J'arrivais aux premières maisons en milieu de matinée. Le village de Saint-Martin-des-Combes se révéla à moi. Des ruelles étroites, des façades de pierre ocre, une place centrale avec une fontaine, et surtout l'église au clocher pointu que j'avais observé pendant des années depuis ma fenêtre au couvent. L'église sous laquelle ma famille avait disparu, l'église qui abritait dans ses fondations les tunnels coloniaux transformés en tombeaux. Je me sentais étrangement visible dans ma robe grise de novice. Les rares passants me regardaient avec curiosité. Je devais me fondre dans la population. Je devais passer inaperçu. Ma première étape fut une friperie à l'entrée du village. La vendeuse, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux teints en roux, me dévisagea avec étonnement. Je lui expliquai que je participais à une reconstitution historique et que j'avais besoin de vêtements ordinaires. Elle sembla accepter cette explication improbable. Elle me proposa plusieurs tenues. Je choisis un jean, un t-shirt simple et une veste légère, des vêtements anonymes qui me permettraient de passer inaperçu. Je me changeais dans une cabine d'essayage. Je regardais mon reflet dans le miroir. Une jeune femme de 20 ans, aux longs cheveux bruns et aux yeux verts, me fixait. Une inconnue qui portait désormais des vêtements séculiers. Une étrangère qui me ressemblait étrangement. Était-ce vraiment moi? Cette personne qui avait pris sa vie en main, cette personne qui avait tourné le dos à tout ce qu'elle connaissait pour poursuivre la vérité. Avec mes nouveaux vêtements et mes cheveux attachés en queue de cheval, je ressemblais à n'importe quelle jeune femme. Je pouvais maintenant explorer le village sans attirer l'attention. Je me dirigeais vers le café central qui donnait sur la place de l'église. Je commandai un café. Ma première consommation dans un établissement public, le goût amer de la boisson me surprit. La sensation de normalité apparente était étrange. J'étais assise là, comme une personne ordinaire, alors que tout en moi était extraordinaire. Mon passé, ma situation, ma mission. Depuis ma table, j'observais l'église, un édifice de pierre grise, aux vitraux colorés. Le lieu où tout avait commencé. Le lieu où ma famille avait disparu, le lieu qui abritait peut-être encore des indices sur mon passé. Des échafaudages entouraient partiellement le bâtiment. Les travaux de rénovation mentionnés par Monseigneur Darvel avaient recommencé. Des ouvriers allaient et venaient, des bennes à gravats étaient disposées sur le parvis. Je réfléchissais à ma prochaine étape. Je devais en apprendre davantage sur les événements passés. Je devais trouver des personnes qui se souvenaient de la disparition de la famille Mercier, des personnes qui connaissaient le père Laurent, des personnes qui pourraient me parler des tunnels sous l'église. Mais je devais être prudente. Le diocèse avait maintenu le silence pendant 20 ans. Des personnes puissantes avaient intérêt à ce que la vérité reste enfouie. Le hasard me fournit une première piste. À la table voisine, 2 hommes âgés discutaient des travaux de l'église. Leur voix portait suffisamment pour que je puisse suivre leur conversation. Ils parlaient du sacristain Monsieur Leblanc, un homme très âgé qui avait servi l'église pendant plus de 50 ans. Un homme qui était maintenant en fin de vie à la maison de retraite du village. Un homme qui avait connu le père Laurent. Un homme qui avait travaillé dans l'église à l'époque de la disparition des Merciers. Je terminais mon café, je payais, je me dirigeais vers la maison de retraite située à la sortie du village. Un bâtiment moderne qui contrastait avec les constructions anciennes. La réceptionniste m'accueillit avec un sourire professionnel. Je lui expliquai que j'étais une étudiante en histoire locale,
que je préparais un mémoire sur les églises, des Cévennes, que j'avais entendu parler de Monsieur Leblanc et de sa longue carrière comme sacristain, que je souhaitais recueillir son témoignage. La réceptionniste hésita. Monsieur Leblanc était très faible. Il ne recevait habituellement que sa famille. Mais il s'ennuyait souvent. Une visite pourrait lui faire plaisir. Elle appela l'infirmière de l'étage. Elle lui expliqua ma demande. L'infirmière accepta de me laisser voir le vieil homme pendant 30 minutes, pas plus. Il se fatiguait vite. Je suivis l'infirmière dans les couloirs aseptisés. Mon cœur battait fort. J'allais rencontrer quelqu'un qui avait connu ma famille. Quelqu'un qui savait peut-être ce qui leur était arrivé réellement. Quelqu'un qui pourrait confirmer ou infirmer les bribes d'informations que j'avais recueillies. La chambre de Monsieur Leblanc était petite mais lumineuse. Le vieil homme était allongé dans son lit. Son visage émacié semblait taillé dans du parchemin ancien. Ses mains décharnées reposaient sur le drap blanc. Ses yeux bleus délavés fixaient le plafond. Il tourna lentement la tête à notre entrée. L'infirmière lui présenta brièvement ma fausse identité d'étudiante. Il hocha faiblement la tête. Elle nous laissa seuls, me rappelant de ne pas le fatiguer. Je m'assis sur la chaise près du lit. Je ne savais pas comment commencer. Comment aborder le sujet qui me préoccupait sans éveiller ses soupçons? Comment lui faire confiance, alors que tant de personnes m'avaient menti? Je choisis la simplicité. Je lui demandais de me parler de ses années comme sacristain, des prêtres qu'il avait connus, des changements qu'il avait observés dans la paroisse au fil du temps. Il parla lentement. Sa voix était faible mais claire. Il me raconta son arrivée à Saint-Martin-des-Combes en 1970, les différents curés qui s'étaient succédés, les rénovations de l'église, les grandes célébrations qui avaient marqué la vie du village. Son récit était celui d'un homme qui avait consacré sa vie au service de l'église. Un homme qui avait vu passer les générations. Un homme qui portait en lui la mémoire du lieu. Progressivement, j'orientais la conversation vers le père Laurent, vers la période du début des années 2000, vers les événements qui m'intéressaient. Le visage du vieil homme changea, une ombre passa dans ses yeux. Sa respiration devint plus laborieuse. Il se tut pendant un long moment. Je crus qu'il ne répondrait pas, qu'il refuserait d'aborder ce sujet douloureux. Mais il parla finalement. Sa voix était encore plus basse, comme s'il craignait d'être entendu malgré la porte fermée. Il me parla du père Laurent, un homme brillant au début, un prédicateur inspiré, un prêtre apprécié de ses paroissiens. Puis le changement progressif, les sermons de plus en plus apocalyptiques, les comportements étranges, les périodes d'isolement, les murmures qu'on l'entendait échanger avec lui-même dans l'église vide, les paroissiens qui commençaient à s'inquiéter, les plaintes adressées à l'évêché, les réponses dilatoires des autorités ecclésiastiques, puis la disparition de la famille Mercier. La messe de Noël de 2003, la dernière fois qu'on les avait vus, les recherches infructueuses, les soupçons qui se portèrent progressivement sur le père Laurent, son comportement de plus en plus erratique, son remplacement précipité par un nouveau prêtre, son internement dans une institution psychiatrique discrète gérée par le diocèse, et finalement la découverte, 5 ans plus tard, des travaux de rénovation dans l'église, un ouvrier qui remarque un passage dissimulé derrière l'autel, l'entrée des tunnels coloniaux qui couraient sous l'église, des tunnels dont l'existence était connue, mais qui étaient supposés condamnés depuis des décennies, la macabre découverte des corps, les parents, les 2 enfants plus âgés, et le miracle. Un petit espace aménagé plus loin dans les tunnels, un lit, des provisions, des jouets, des traces de présence humaine récente, la plus jeune enfant maintenue en vie pendant des années dans cet environnement souterrain. Moi. Les larmes coulaient sur mes joues. Je ne cherchais plus à les retenir. Monsieur Leblanc me regardait fixement. Son regard avait changé. Il me scrutait avec une intensité nouvelle. Il me demanda pourquoi ces événements m'intéressaient vraiment. Pourquoi une jeune étudiante se passionnerait pour cette tragédie locale? Pourquoi mes questions étaient si précises, si personnelles? Je ne pouvais plus maintenir mon mensonge face à cet homme mourant qui détenait des fragments de ma vérité. Je lui révélais mon
Identité. Je lui expliquai ma fuite du couvent, ma quête de réponse, ma recherche de justice pour ma famille. Il ferma les yeux longuement. Quand il les rouvrit, ils étaient remplis de larmes. Il me demanda pardon. Pardon pour son silence toutes ces années. Pardon pour sa complicité passive. Pardon pour avoir accepté l'argent du diocèse en échange de son silence. Il savait que j'avais été confié au couvent Saint-Gabriel. Il savait que mon identité avait été dissimulée. Il savait que l'Église avait étouffé l'affaire pour éviter le scandale. Il me raconta alors les détails que j'ignorais encore. Le journal du père Laurent qu'il avait lu avant qu'il ne soit confisqué par le diocèse. Les délires mystiques du prêtre dérangé. Sa conviction que ma famille avait été choisie par Dieu pour un sacrifice purificateur. Son projet de les maintenir dans les tunnels jusqu'à Pâques, puis de les libérer symboliquement comme une résurrection. La mort accidentelle de mon père qui avait tenté de s'échapper, la dégradation rapide de la situation, la mort de ma mère et de mes frères et sœurs, et ma survie inexplicable que le père Laurent avait interprétée comme un signe divin. Monsieur Leblanc me parla ensuite des personnes impliquées dans la dissimulation. L'évêque de l'époque, Monseigneur Vallier, le maire du village, Monsieur Dufresne, le capitaine de gendarmerie, Ménard. Tous avaient participé au silence. Tous avaient reçu des avantages en échange. Tous vivaient encore dans la région. Tous continuaient leur vie comme si rien ne s'était passé. La colère montait en moi comme une vague, une colère froide et implacable. Ces hommes avaient sacrifié la vérité et la justice pour protéger une institution. Ils avaient enterré l'histoire de ma famille avec leur corps. Ils m'avaient volé mon identité. Ils m'avaient condamné à une vie de mensonge. Je remerciais Monsieur Leblanc pour sa franchise tardive. Il me serra faiblement la main. Il me dit qu'il sentait la mort approcher, qu'il ne voulait pas partir avec ce secret, qu'il espérait que son témoignage pourrait contribuer à réparer une infime partie du mal qui avait été fait. Je lui promis que la vérité serait révélée, que justice serait rendue. Je ne lui dis pas comment. Je quittai la maison de retraite avec un nouveau fardeau, la connaissance précise de ce qui était arrivé à ma famille, les noms des responsables, le poids écrasant d'une vérité que personne ne voulait entendre, mais aussi une détermination renforcée. Je savais maintenant contre qui diriger ma vengeance. Revenge planning là. Nuit suivante, je dormis dans un petit hôtel à la périphérie du village. Une chambre modeste payée avec l'argent pris au couvent. Un lit étroit, une douche au débit incertain, une fenêtre qui donnait sur un parking désert, un anonymat parfait pour organiser mes pensées et planifier mes actions. Allongé sur le lit, je réfléchissais aux informations recueillies auprès de Monsieur Leblanc. 4 personnes principales étaient impliquées dans la dissimulation de la tragédie de ma famille. Monseigneur Vallier, maintenant évêque, émérite vivant dans une résidence cossue à Montpellier. Monsieur Dufresne, toujours maire du village, après 4 mandats successifs. Le capitaine Ménard, désormais à la retraite, mais toujours influent dans les cercles policiers locaux. Et enfin, la mère supérieure du couvent Saint-Gabriel, qui avait accepté de me garder caché en échange d'un financement généreux. Ces 4 personnes avaient enterré la vérité avec ma famille. Ces 4 personnes avaient continué leur vie pendant que je grandissais dans l'ignorance de mes origines. Ces 4 personnes devaient maintenant affronter les conséquences de leurs actes. Je sortis un carnet acheté dans une papeterie du village. Je notais méthodiquement ce que je savais sur chacun d'eux, leur position, leurs habitudes, leurs points faibles potentiels. Je devais les étudier, je devais comprendre comment les atteindre. Je devais planifier ma vengeance avec la même minutie qu'ils avaient employée pour dissimuler leurs crimes. Le lendemain matin, je commençais mes recherches sur Internet dans un café offrant une connexion Wi-Fi gratuite. Le monde numérique m'était largement inconnu. Au couvent, nous n'avions pas accès aux ordinateurs ni à Internet, mais j'apprenais vite. Je trouvais rapidement des informations sur mes cibles, des articles de presse locale, des photographies d'événements officiels, des discours publics, des rapports d'activité. Je découvrais leurs visages, leurs voix, leur réputation soigneusement construite.
Monseigneur Vallier apparaissait comme un prélat respecté, un homme à la carrière ecclésiastique brillante, un théologien publié, un conférencier recherché. Sa résidence officielle à Montpellier était mentionnée dans plusieurs articles. Son agenda public indiquait ses apparitions prévues dans les mois à venir. Monsieur Dufresne dominait la vie politique locale, maire depuis 4 mandats, conseiller départemental, président de la communauté de communes. Son visage souriait sur les affiches officielles. Sa famille semblait parfaite, sa femme engagée dans des œuvres caritatives, ses 2 fils brillants dans leurs carrières respectives. Sa réputation d'intégrité était son plus grand atout politique. Le capitaine Ménard, maintenant à la retraite, restait une figure d'autorité dans la région. Consultant en sécurité pour plusieurs entreprises locales, membre honoraire de diverses associations, médaillé pour ses services exemplaires. Son passé militaire avant la gendarmerie lui conférait une aura particulière. Sa connaissance des procédures policières lui donnait un avantage dans sa nouvelle carrière. La mère supérieure du couvent Saint-Gabriel restait la plus discrète des 4. Peu d'informations publiques la concernaient. Son influence se limitait au cercle religieux, mais je la connaissais mieux que les autres. Je connaissais ses habitudes, ses croyances, ses craintes. Je connaissais les secrets du couvent qu'elle dirigeait d'une main de fer. Mais je devais me préparer. Je devais rassembler davantage d'informations. Je devais établir un plan précis. Je me rendis à la bibliothèque municipale. Je consultais les archives des journaux locaux. Je recherchais des articles sur la disparition de ma famille, sur les enquêtes menées à l'époque, sur le rôle de Monseigneur Vallier dans cette affaire. Je trouvais plusieurs articles datant de 2003 et 2004. La disparition de la famille Mercier était mentionnée brièvement. Une famille de 5 personnes qui n'étaient pas rentrées après la messe de Noël. Des recherches infructueuses, des hypothèses évoquant un départ volontaire, un possible accident de voiture dans les gorges montagneuses, des pistes qui s'étaient progressivement refroidies. Puis, un silence médiatique de plusieurs années. Aucune mention de la découverte des corps en 2008, aucun article sur les tunnels sous l'église, aucune information sur l'enfant retrouvée vivante, un silence révélateur, une absence qui confirmait l'efficacité de la dissimulation orchestrée par Monseigneur Vallier et ses complices. Je découvris également que Monseigneur Vallier avait été promu peu après ces événements, de simple évêque auxiliaire à évêque titulaire, une progression rapide dans la hiérarchie ecclésiastique, une récompense pour service rendu, un prix du silence maintenu. Je devais trouver un moyen d'accéder à des preuves plus concrètes, des documents officiels, des rapports internes, des communications privées. Je réfléchissais à une stratégie, quand le hasard me fournit une opportunité inattendue. Dans un café près de la résidence épiscopale, je surpris une conversation entre 2 personnes, une femme d'une 50aine d'années et un homme plus jeune. Ils parlaient de l'évêché, de documents à numériser, d'archives à organiser. La femme était manifestement la secrétaire de Monseigneur Vallier. Elle se plaignait de la charge de travail, de l'absence d'assistance, du manque de reconnaissance. Une idée germa dans mon esprit, une possibilité risquée mais prometteuse. Je pourrais me proposer comme bénévole pour aider à ce travail d'archivage. Une étudiante en histoire désireuse d'acquérir de l'expérience. Une aide gratuite que la secrétaire débordée ne refuserait probablement pas. Un moyen d'accéder aux documents internes de l'évêché, aux archives qui pourraient contenir des informations sur mon cas. Je laissai passer quelques minutes après le départ de la secrétaire. Je la suivis discrètement jusqu'à l'évêché. Je repérai son bureau au rez-de-chaussée, une pièce encombrée de dossiers et de boîtes d'archives. Je notai son nom sur la porte, Madame Rousseau, secrétaire administrative. Le lendemain matin, je me présentai à l'accueil de l'évêché, vêtu sobrement, coiffé sagement, l'image même de l'étudiante sérieuse et fiable. Je demandai à voir Madame Rousseau. J'expliquai que j'étais étudiante en histoire religieuse, que je cherchais une expérience pratique dans la gestion d'archives ecclésiastiques, que je proposais bénévolement mes services pour quelques semaines. Madame Rousseau me reçut avec un mélange de surprise et de soulagement.
Elle me posa quelques questions sur mes études, sur mes motivations, sur ma disponibilité. Je répondis avec assurance, avec sincérité apparente, avec le niveau exact d'enthousiasme qu'on attendrait d'une étudiante motivée. Elle accepta mon offre avec empressement. Le travail d'archivage prenait du retard. L'évêché manquait de personnel administratif. Ma proposition arrivait à point nommé. Elle m'expliqua rapidement les tâches à accomplir. Le tri de documents, la numérisation, de correspondance, le classement chronologique d'archives diocésaines. Un travail fastidieux, mais qui me donnerait accès à exactement ce que je recherchais. Je commençais dès le lendemain. Un badge temporaire me permettait d'accéder aux bureaux administratifs de l'évêché. Un ordinateur de travail était mis à ma disposition. Une confiance rapide s'établit avec Madame Rousseau, qui appréciait mon efficacité et ma discrétion. Je devenais progressivement invisible dans l'environnement de l'évêché. Une présence acceptée, une figure familière, qui n'attirait plus l'attention. Pendant 2 semaines, je travaillais méthodiquement. Je numérisais les documents demandés. Je classais les archives comme indiqué. Je gagnais la confiance de Madame Rousseau, mais parallèlement, je cherchais. Je fouillais discrètement. J'explorais les dossiers sensibles, les correspondances, ou confidentielles, les rapports internes. Je cherchais toute mention de Saint-Martin-des-Combes, de la famille Mercier, du père Laurent, des tunnels sous l'église, et je trouvais, dans une archive verrouillée, dans un dossier classé confidentiel, dans des documents que je n'étais pas censé voir, le rapport complet sur la découverte des corps en 2008, la correspondance entre Monseigneur Vallier et les autorités locales, les décisions prises pour étouffer l'affaire, les arrangements financiers conclus avec le couvent Saint-Gabriel, les versements réguliers pour assurer mon entretien et mon éducation, et surtout mon éloignement. Je photographiais chaque document avec mon téléphone, chaque lettre, chaque mémo, chaque reçu, des preuves irréfutables de la conspiration, des preuves que Monseigneur Vallier avait personnellement orchestrées, la dissimulation d'une tragédie, des preuves qu'il avait utilisé les ressources de l'Église pour acheter le silence des complices, des preuves qu'il avait délibérément sacrifié la vérité et la justice pour protéger l'institution. J'accédais également à son agenda personnel, à son emploi du temps détaillé, à ses rendez-vous prévus, à ses déplacements programmés, des informations précieuses pour planifier la suite de ma vengeance, pour choisir le moment et le lieu optimaux pour le confronter, pour révéler publiquement ses crimes. La conférence à l'université catholique approchait. Une présentation sur l'éthique chrétienne dans le monde moderne. Une ironie amère compte tenu de ses propres actions. Une centaine de participants étaient attendus. Des étudiants, des professeurs, des journalistes locaux, un public parfait pour une révélation fracassante. J'élaborais mon plan final. Je préparais un dossier complet, les photos des tunnels, les copies des documents confidentiels, les preuves de la dissimulation. Je rédigeais un texte simple et factuel expliquant l'histoire. Ma famille disparue après la messe de Noël, le père Laurent et ses délires mystiques, les corps découverts dans les tunnels, ma survie miraculeuse, la décision de Monseigneur Vallier d'étouffer l'affaire, la complicité des autorités locales, mon placement secret au couvent. Je créai également un compte e-mail anonyme. J'envoyais ce dossier à plusieurs journalistes locaux, à des blogs spécialisés dans les affaires religieuses, à des associations de défense des victimes d'abus ecclésiastiques. Je programmais ces envois pour qu'ils arrivent pendant la conférence de Monseigneur Vallier, au moment exact où je le confronterais publiquement. Le jour de la conférence arriva. Je me préparais soigneusement. Je m'habillais sobrement, mais élégamment. Je voulais projeter une image de dignité, de crédibilité, de détermination tranquille. Je me rendis à l'université 1 heure avant le début de l'événement. Je m'installais discrètement au milieu de l'amphithéâtre, une position idéale pour intervenir au moment choisi. L'amphithéâtre se remplit progressivement. Des étudiants, des professeurs, des religieux, des journalistes. Monseigneur Vallier arriva accompagné de 2 assistants.
un homme de 70 ans à l'allure distinguée, aux cheveux blancs soigneusement coiffés, au sourire bienveillant qui masquait sa duplicité. Il salua quelques personnes. Il échangea des plaisanteries avec le doyen de la faculté. Il s'installa derrière le pupitre. La conférence commença. Monseigneur Vallier parla avec éloquence, avec assurance, avec l'autorité morale qu'il s'était indûment appropriée. Il dissertait sur l'importance de la vérité dans l'éthique chrétienne, sur la nécessité de la transparence institutionnelle, sur le devoir de protection des plus vulnérables. Chaque mot était un mensonge, chaque phrase une hypocrisie, chaque argument une trahison de ses propres actions. J'attendis la session de questions, le moment où les participants pourraient intervenir, le moment où je pourrais prendre la parole, révéler ma vérité, confronter cet homme devant témoins. Quand le modérateur ouvrit la session de questions, je levai calmement la main. Il me donna la parole. Je me levai. Je regardai directement Monseigneur Vallier. Je vis sa légère confusion en me voyant. Il ne me reconnaissait pas. Il ne savait pas qui j'étais. Il ne savait pas ce qui allait suivre. Je me présentais, Émilie Mercier, la survivante des tunnels de Saint-Martin-des-Combes, l'enfant caché pendant 20 ans, la victime de sa conspiration du silence. J'expliquai brièvement mon histoire, la disparition de ma famille, le père Laurent, les tunnels, ma survie, le couvent, les mensonges, les documents que j'avais découverts, les preuves que je possédais. Le visage de Monseigneur Vallier se décomposa, sa pâleur soudaine, ses mains tremblantes, son regard paniqué qui cherchait une issue, une aide, une échappatoire. Il n'en trouverait pas. Les journalistes présents prenaient frénétiquement des notes. Des téléphones enregistraient mes paroles. Des regards choqués se tournaient vers lui, exigeant une réponse, une explication, une justification impossible. Je terminai mon intervention en annonçant que toutes les preuves avaient été envoyées à la presse, aux autorités compétentes, aux organisations de défense des victimes, que la vérité ne pouvait plus être enterrée, que la justice suivrait son cours, que les responsables répondraient enfin de leurs actes. Monseigneur Vallier tenta de nier, de minimiser, de se justifier, mais sa voix tremblait, ses arguments sonnaient creux. Sa culpabilité était évidente pour tous les présents. La salle bourdonnait de murmures, de questions, d'indignation croissante. Les journalistes quittaient déjà l'amphithéâtre pour vérifier leurs emails, pour consulter le dossier que j'avais envoyé, pour commencer à rédiger leurs articles. Je quittais calmement la salle. Ma première mission était accomplie. Le premier responsable était exposé publiquement. Sa réputation détruite, sa position compromise, sa conscience confrontée à ses crimes. Les autres suivraient bientôt, un par un, systématiquement, implacablement. Les conséquences de ma confrontation avec Monseigneur Vallier furent immédiates et spectaculaires. Dès le lendemain, l'affaire faisait la une des journaux locaux. Des titres accrocheurs, des photos des tunnels, des extraits des documents confidentiels, des questions sur la responsabilité de l'Église, sur la complicité des autorités, sur le sort de la jeune survivante. Ma véritable identité restait protégée. Je n'avais donné aucun détail personnel lors de la confrontation, aucune information sur ma localisation actuelle, aucun moyen de me contacter directement. Les journalistes me cherchaient activement, mais je restais dans l'ombre, invisible, insaisissable. Je suivais les développements depuis mon auberge de jeunesse. Je planifiais déjà ma prochaine action. Monseigneur Vallier fut rapidement mis en retrait par les autorités ecclésiastiques. Une enquête interne fut annoncée. Des communiqués embarrassés furent publiés, des promesses de transparence et de coopération avec la justice, des expressions de compassion pour les victimes, des regrets tardifs qui sonnaient creux après 20 ans de dissimulation active. Le scandale s'étendit rapidement au-delà de Montpellier. Des médias nationaux s'emparèrent de l'histoire. Des associations de victimes d'abus ecclésiastiques demandèrent des comptes. Des politiques exprimèrent leur indignation. L'affaire des tunnels de Saint-Martin-des-Combes devenait un symbole, un exemple de dissimulation institutionnelle, un cas d'étude sur les abus de pouvoir au sein de l'Église. Je quittai Montpellier avant que la situation ne devienne trop exposée.
avant que quelqu'un ne fasse le lien entre la mystérieuse Émilie Mercier et la jeune bénévole qui avait travaillé à l'évêché. Je pris un bus pour Nîmes, une autre ville anonyme, une étape intermédiaire avant de retourner à Saint-Martin-des-Combes pour ma prochaine cible. Le maire Dufresne. À Nîmes, je séjournais dans un petit hôtel en périphérie. Je continuais à suivre les développements de l'affaire. Monseigneur Vallier avait été convoqué par les autorités judiciaires. Des perquisitions avaient eu lieu à l'évêché. D'autres documents compromettants avaient été saisis. Le scandale s'amplifiait jour après jour. Les révélations s'enchaînaient. D'autres cas de dissimulation refaisaient surface. Le système entier était ébranlé par cette première fissure que j'avais créée. Après une semaine, je retournais à Saint-Martin-des-Combes. Le village était en effervescence. Des journalistes rôdaient autour de l'église. Des cars de télévision stationnaient sur la place centrale. Des habitants étaient interviewés sur leurs souvenirs de la famille Mercier, sur le père Laurent, sur les rumeurs qui avaient couru à l'époque. Le secret soigneusement maintenu pendant 20 ans éclatait au grand jour. Je m'installais dans un gîte rural à quelques kilomètres du village, un lieu isolé.